Bonjour à tous. Merci de nous retrouver pour cette 14e édition des Ateliers républicains organisée par Elnet en collaboration avec Gérard Rabinovitch, philosophe et sociologue. Le format de notre atelier est un peu particulier aujourd'hui puisque nous avons 3 intervenants qui vont nous parler d'un sujet un peu plus d'actualité, la conférence de Durban qui se tient le 22 septembre prochain. De quoi Durban est-il le nom et pourquoi la prochaine conférence ne doit pas avoir lieu? Pour parler de ce sujet, nous avons aujourd'hui 3 intervenants. Yana Grinchpoon, linguiste et analyste du discours, René Frégosi, philosophe et sociologue, et Marc Weitzman, journaliste et écrivain. Cher Gérard, je te cède la parole pour que tu nous présentes le sujet du jour ainsi que nos intervenants. Merci beaucoup, Sarah. Nous reprenons donc le fil de ces ateliers républicains qui sont portés par Elnet à l'instigation d'Arié Bensemoun, son directeur, avec le précieux concours de Sarah Pérez, qu'on vient d'entendre, le soutien efficace de Charlotte Grimm, de Lionel Cohen et toute la chaleureuse équipe d'Elnet. J'en témoigne à l'occasion, c'est une chance de les avoir disponibles, motivés, généreux d'eux-mêmes et donc battants et efficaces. J'aurais même envie de dire que c'est une bénédiction. De quoi Durban est-il le nom? C'est ce que nous voudrions sonder plus loin que l'évidence et la flagrance à l'occasion de cet atelier de rentrée. Avec ses amis de vigilance et de combat, d'érudition et de lettres, qui viennent d'être nommés, je les renomme, la linguiste Yana Grinchpoon, la philosophe René Frégosi, l'écrivain Marc Weitzman. Chacun d'entre eux 3 va nous en éclairer, en rappeler quelques moments séminaux du puzzle. Avec en creux, en vis-à-vis, le graphe non écrit d'un autre syntagme. De quoi Israël est-il le nom? Et avec encore cette question taraudante, de quelles appréhensions, de quelles craintes, de quelle panique agressive, et chaque fois que l'occasion le permet meurtrière, se sustente la haine des Juifs, anti-judaïques, antisémites, antisionistes. Haine qui, depuis l'Antiquité païenne, les querelles judéo-alexandrines pré-chrétiennes, ressassent, resserrent, recyclent, rhabillent le même corpus de mensonges éhontés, le même pattern de calomnies délirantes, les mêmes stéréotypes d'une cruelle impudence, déjà relevée par Flavius Joseph dans son Contrapion. Cruelle impudence est une expression propre à Flavius Joseph. Stéréotype adaptable depuis en tout lieu, tout temps, toute circonstance, alimentant la permanence à travers les siècles d'un folklore miso-judaïque infiltré dans les cultures populaires et dans la rhétorique politique assassine des discursivités de la domination tyrannique ou totalitaire. Qu'est-ce qui fait le lien entre l'introduction dans le corpus juris civilis romain en 529 d'un traitement spécifique, servitus judaeorum, servitude des Juifs, qui dénia aux Juifs toute citoyenneté, les disqualifia de toute fonction publique, les interdit d'équivalence de droit juridique, etc., avec l'invitation à l'euthanasie du judaïsme, par Kant, dans le conflit des facultés, jusqu'à la réserve mise dans l'émancipation faite aux Juifs par la Révolution française. Selon la déclaration de Clermont-Tonnerre, il faut refuser tout aux Juifs comme nation et tout leur accorder comme individu. Qu'est-ce qui fait lien entre le refus au Parti ouvrier socialiste juif, le Bund, de son autonomie culturelle et politique, dès le second congrès du Parti ouvrier social-démocrate de Russie, dont il avait été un des créateurs, et les invectives de Lénine lors du 3e congrès de ce parti contre le Bund, stipendié, lui et uniquement lui, de nationalisme. Qu'est-ce qui fait lien entre la liquidation stalinienne des dirigeants juifs des partis communistes de Tchécoslovaquie, Slansky, Clémentis, London, etc., de Hongrie, l'assassinat des poètes yiddish en URSS et le dit procès des médecins juifs au début des années 50 et la création d'une sionologie, vous avez bien entendu, dans les années 60. La sionologie, artefact de sciences sociopolitiques, commandité par le département de la propagande du PCUS et le KGB, selon laquelle le sionisme se définissait, dixit en énumération, nationalisme bourgeois, racisme théocratique, impérialisme, colonialisme territorial, voire fascisme, what else.
sionologie, qui a servi de matrice à la résolution onusienne de 1975, assimilant le sionisme au racisme, dont il semble bien qu'elle ait été orchestrée par l'Union soviétique. Yana Grinspoon sait tout cela mieux que moi d'y avoir été directement confronté. Qu'est-ce qui fait lien encore entre le national-catholicisme antisémite d'un Maurras et celui païen, anti-monothéiste du nazisme, comme l'avait immédiatement identifié chez celui-ci Joseph Roth et Sigmund Freud, et sur lesquels ils avaient tenté d'attirer l'attention? Et qu'est-ce qui les relie tous aujourd'hui avec l'islamisme se déployant? Une piste pourrait nous être indiquée par Jean-Jacques Rousseau. Ce même Jean-Jacques Rousseau que Maurras dénonçait comme un aventurier nourri de révoltes hébraïques et que Voltaire vomissait à des titres similaires. Rousseau, qui fut l'inspirateur de Pasquale Paoli, premier législateur à donner la citoyenneté aux Juifs durant la courte indépendance de la République corse, bien avant la Révolution française. Petit clin d'œil amical à René Frégosi. Écoutons un instant Rousseau. Je dois cette découverte à un article de Blaise Bachofen paru en 2006 dans Pardès et à l'incitation récente de notre ami François Rastier, qui interviendra bientôt dans le programme des ateliers républicains de cette année. Je vous cite Rousseau. Un spectacle étonnant et vraiment unique est de voir un peuple expatrié, n'ayant plus ni lieu ni terre depuis 2000 ans, un peuple altéré, chargé, mêlé d'étrangers depuis plus de temps encore, un peuple épars, dispersé sur la terre, asservi, persécuté, méprisé de toutes les nations, conserver pourtant ses coutumes, ses lois, ses mœurs, son amour patriotique et sa première union sociale quand tous les liens paraissent rompus. Les Juifs nous donnent cet étonnant spectacle. Les lois de Moïse vivent toujours. Athènes, Sparte, Rome ont péri et n'ont plus laissé d'enfants sur terre. Sion, détruite, n'a point perdu les siens. Ils se conservent, ils multiplient, ils se mêlent de tous les peuples et ne s'y confondent jamais. Ils n'ont plus de chef et sont toujours un peuple. Ils n'ont plus de patrie et sont toujours citoyens. Quelle doit être la force d'une législature capable d'opérer de pareils prodiges, capable de braver les conquêtes, les dispersions, les révolutions, les siècles, capable de survivre aux coutumes, aux lois, à l'empire de toutes les nations, qui promet enfin, par les épreuves qu'elle a soutenues, de les soutenir toutes, de vaincre les vicissitudes des choses humaines et de durer autant que le monde. C'est dans les fragments politiques de Rousseau à propos des Juifs. En écho, dans les 1000, Rousseau pourra alors affirmer contre la doxa pluriséculaire « Je ne croirais jamais avoir bien entendu les raisons des Juifs qu'il n'ait un État libre, des écoles, des universités, où ils puissent parler et disputer sans risque. Alors, seulement, nous pourrons savoir ce qu'ils ont à dire. » Ce qui s'indique dans la pensée de Rousseau, comme l'a bien cerné Bachofen, c'est que le peuple juif est éminemment politique, avec ou sans État. Serait-ce là, par-delà les fantasmagories psychiques, projectives, les envies atrabilaires ou les différents métaphysiques et eschatologiques concurrentiels, et bien sûr le prépositionnement reconduit d'un objet pour une haine rassembleuse, que réside la terreur de ceux, communistes, nationaux catholiques, nazis, islamistes, extrême droite, extrême gauche, qui se passent en relais, le témoin de la haine du juif, de son existence autonome, de son existence politique et de nos jours, pour moitié de sa population, de son existence nationale. Aujourd'hui que le vœu de Rousseau a été exaucé, il leur faut alors dénigrer, stigmatiser, délégitimer les Juifs dans l'état qu'une partie d'entre eux se sont bâtis. Il leur faut donc salir Israël, le traîner dans le caniveau, démentir ses performances, disqualifier ses exploits, délégitimer ses stratégies, grossir le trait de ses faiblesses, surligner ses tangages, traquer ses manquements, ricaner de ses déboires, réels ou inventés. L'imagination mauvaise est ingénieuse. On lancera l'affaire Pegasus, on relancera l'antienne apartheid durant cet été en prologue à Durban 4. Il n'y a pas si longtemps, la venue des Bné Israël, les Falachas, n'était déjà à cette aune rien d'autre qu'une opération de com pour ces gens, supposée destinée à la restauration de l'image du pays afin de recouvrir d'un voile
son alliance avec l'Afrique du Sud de l'apartheid, Mastier, Sabra et Shatila, etc., etc. C'était la thèse de Tidiane Ndiaye, parue chez Gallimard. Pour paraphraser ici Sartre, l'antisionisme ne nous apprend rien sur Israël, mais beaucoup sur les antisionistes. Quant à la végétalisation du paysage, autrefois saluée sous le syntagme de faire fleurir le désert, c'est sous la plume de la nouvelle correspondante du Monde, dans un article paru dans Middle East Eye, peut-être financé par les frères musulmans, un greenwashing pour effacer l'Orient et européaniser les paysages. Extrait de l'article, à partir de 1850, les sionistes, sans doute des disciples tardifs du Bonaparte de la campagne d'Égypte, parce que Herzl, lui, n'avait pas encore pointé son nez à Paris, n'ont qu'une idée, c'est de transformer le paysage du Moyen-Orient pour en faire un paysage européen. Végétation, architecture, routes, murs, le projet sioniste a remodelé le paysage en Israël et dans les territoires occupés, créant des complexes entrelacements où la présence palestinienne est cachée lorsqu'elle n'est pas sous surveillance et partout. C'était le moment woke et comme seule culture de l'antisionisme. Si l'antisionisme était le socialisme des imbéciles, selon Auguste Babel, l'antisionisme est le progressisme des incultes. Et encore, comme disait l'écrivain Jacob Wasserman à l'aube du XXe siècle, quoi que fasse un juif, c'est toujours ce qu'il ne faut pas faire. N'en déplaise à tous les pharaonites aspirants totalitaires du monde moderne d'hier et de notre époque, aux narrativités et blasons variés, l'annonce faite 13 siècles avant l'ère commune sur la stèle de Merenpat, Israël est détruit. Sa semence même n'est plus, est toujours démentie. Israël comme appellation de peuple, comme renommée d'esprit, comme réputation de nation, selon le tropisme éthico-politique de chacun, vit. Israël Chai. De quoi parlait Rousseau, ce néophyte d'une anthropologie freudienne qui ne prendra ses linéaments qu'un siècle plus tard? De quoi, avec lui, Israël est-il le nom? Affirmons-le dès maintenant, de la pulsion de vie, elle n'est pas indépendante de la condition de la loi. Nous allons entendre tour à tour Yana Grinspun, puis René Frégosi et enfin Marc Wetzmann. Ils ne vont pas avoir beaucoup de temps chacun cette fois-ci, une quinzaine de minutes, mais nous les réinviterons durant cette année pour de plus amples développements. Yana Grinspun est linguiste, maître de conférence à la Sorbonne Nouvelle de Paris 3. Originaire d'Union soviétique, elle est franco-israélienne. Elle est, avec Jean Slamovitch, une éclaireuse vigile des absurdités néfastes de l'écriture inclusive. Elle est membre du réseau universitaire de nos amis du RRA, Recherche sur le racisme et l'antisémitisme, et est cofondatrice de l'Observatoire du décolonialisme. Elle a été au début de l'été à l'initiative de la première pétition parue dans l'Express en réponse aux proclamés 1000 intellectuels stigmatisant Israël comme un État d'apartheid. René Frégosi est docteur en philo et sciences politiques. Elle a dirigé l'Institut d'études du Parti socialiste en France, puis a été secrétaire nationale aux relations internationales du parti. Elle a enseigné ensuite à la Sorbonne, elle aussi. Elle est mélancolique, comme bien d'entre nous, de l'incapacité à faire émerger un authentique parti social-démocrate au sens historique de l'appellation en France. Outre de nombreux articles, elle a publié avant l'été un ouvrage, « Comment je n'ai pas fait carrière au PS, la social-démocratie empêchée ». Marc Wetzmann est écrivain et essayiste. Il a longtemps travaillé aux Inrecuptibles, puis sur France et depuis sur France Culture. Il est l'auteur de 12 romans et essais sur les questions d'identité et de terreur politique, dont Chaos, Une place dans le monde, Fraternité. Son dernier ouvrage, Un temps pour haïr, en forme d'enquête littéraire sur le terrorisme, a reçu de nombreux prix, dont celui de la Fondation Bernheim, dont j'ai longtemps été le secrétaire général. L'ouvrage est aussi paru aux USA dans une version spécifique sous le titre de Haït. À vous, Yana. Merci beaucoup de m'avoir invité à cette assemblée. C'est pour moi un grand honneur et un plaisir. Je ne pense pas à dire beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Je vais peut-être apporter quelques éclaircissements sur la notion que je maîtrise plus ou moins, c'est la notion d'apartheid. Je vais l'aborder aujourd'hui en parlant des conférences de Durban du point de vue à la fois linguistique, rhétorique et peut-être aussi politique.
Donc, avant de commencer, une citation de Jean-Pierre Faye que tout le monde connaît. C'est une citation banale et il dit peut-être beaucoup de banalité, mais c'est comme ça que tout commence. Il y a une évidence toute primitive à rappeler, c'est que l'histoire est d'abord une narration. Alors, par la pratique du récit se constituent les éléments fondamentaux de la fonction logique dans le discours. Mais en même temps, cette pratique est donnée comme la réalité même. Alors, lorsqu'on fait la recherche sur Google, quand on cherche le mot apartheid, et quand on met apartheid Israël, on y trouve à peu près 11 millions de résultats, tous articles mélangés. En revanche, si on tape Afrique du Sud apartheid, on trouve 2300 résultats. Donc, je fais cet essai le 24 août en préparant l'exposé. Et comme je suis optimiste par nature, je pense que les résultats pour Israël ont été encore augmentés pour l'Afrique du Sud, donc ça n'a pas bougé depuis le 24 août. Alors ça, c'est la première chose que j'ai faite avant de préparer cet exposé. La deuxième, c'est ce qui m'est arrivé l'année dernière en cours d'analyse de discours. Avec mes étudiants, on a parlé des formules politiques. Et donc, je leur ai demandé ce que la formule, c'est pas un mot, c'est une formule qui, chargée de sens, évoque dans leur esprit. J'ai demandé la définition. Ils ont dit « Ah, l'apartheid, c'est en Israël ». Alors, je n'ai pas demandé où c'était, j'ai demandé ce que c'était. Ils n'ont pas répondu à cette question. Et donc, quand je demandais comment ils savaient que l'apartheid, c'était en Israël, la réponse était on lit les médias comme tout le monde. C'est une expérience personnelle qui m'a fait réfléchir à ce propos. Donc, c'est une formule discursive, c'est un concept qui a été banalisé, qui a été désémantisé, qui a été vidé de son sens. Et pendant les 15 minutes qui me restent, je vais tenter d'expliquer cette captation discursive du mot et son évidement sémantique. Donc, la création qui est très réussie du narratif que vous connaissez, qui associe l'État juif avec le régime raciste, et cela à peu près depuis les années 60. Donc, c'est devenu un poncif sans cesse réactivé par le discours médiatique et politique. Je rappelle la dernière sortie de Yves Le Drian qui mettait en garde Israël contre le risque du régime d'apartheid après les pogroms qui se sont tenus à Lod, à Ramleh et à Jaffa, mais aussi dans certains quartiers de Jérusalem et ses banlieues qui ont mis en danger les Juifs dans leur propre État. Alors, cette annonce du ministre, ce n'est pas seulement le résultat de l'évidement de la notion ou de son appropriation linguistique du mot qui est devenu formule vidée de son sens, mais c'est une conséquence de ses activités politiques précédentes. Voici donc l'extrait d'un article qui a été écrit par Marc Brostowski après qu'il a entendu la formulation apartheid. Donc, Le Drian a présidé à partir de 1978 une association franco-arabe dont il délègue l'animation à un homme très marqué par le combat pro-palestinien, pour ne pas dire pire, c'est une citation, Gilles Meunier. Donc, c'est une association pour les échanges Bretagne-Pays arabes, APEBA, émanation régionale de ASFA, Association de solidarité franco-arabe, qui se transforme en Bretagne Coopération internationale. Le Drian, à l'époque, était maire socialiste. Bon, donc ça montre qu'il y a toujours une préhistoire à certains emplois. Alors, le mot apartheid, maintenant, si on parle de son étymologie, tout le monde le sait, je ne vais pas m'attarder là-dessus, provient de l'afrikaans, c'est une langue dérivée du néerlandais, c'est la langue des boers, les colons installés au XVIIe siècle au Cap de Bonne-Espérance, qui est alors un comptoir commercial, etc., etc. C'est la signification du mot apartheid, c'est se tenir à part, comme le mot le montre, il est assez transparent pour ça. Donc, ce concept, il renvoie à l'histoire des boers et des populations africaines et à la façon dont le pouvoir africain a établi une ségrégation raciale inégalitaire. Sa portée était politique, juridique, économique et culturelle. La création des Bantoustans, ce sont les territoires délimités par les populations noires bantoues. Le nom bantou vient du nom des langues, c'est un groupe de langues africaines. Donc, c'était les Bantoustans pour les populations locales, signifie que les populations locales ne pouvaient pas sortir sans autorisation spéciale. Et donc, ils ne peuvent pas non plus avoir l'accès à la propriété immobilière. L'inégalité de l'enseignement, les Zoulous, par exemple, recevaient une éducation limitée à leurs besoins immédiats, et ainsi de suite. Donc, on a ici vraiment l'exemple d'une société où la mixité est exclue de manière juridique. La société africanaire pratiquait la ségrégation raciale et la domination économique. Et ce régime a été aboli en 1991.
On sait très bien que l'histoire d'Israël est d'une nature profondément différente parce que les Juifs, d'abord, sont un peuple autochtone, c'est une population autochtone dont la présence sur cette terre était discontinue, c'est-à-dire qu'elle n'était pas interrompue. Et ils ont été conquis, opprimés, privés de la souveraineté depuis des siècles. Et en 1948, on assiste à la renaissance nationale d'Israël. Cette date est aussi la marque de l'expression de l'autonomie politique d'Israël en tant que peuple et en tant que nation. Les lois fondamentales d'Israël, tout le monde sait, j'imagine, qu'Israël n'a pas de constitution, mais des lois fondamentales qui font office de la constitution, qui sont adoptées par le Parlement israélien. Donc, ces lois prévoient l'égalité des droits de tous les citoyens, et cela depuis la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, dès le début du mouvement sioniste. Par exemple, et je vais ici citer Vladimir Zeev Jabotinsky, il parle de l'égalité des droits et de l'égalité entre les nations bien avant l'établissement de l'État d'Israël dans son programme de Helsinki, qui s'appelle Helsingforsk Programme en russe, parce que là, c'était à l'époque que la Finlande faisait partie de la Russie. Et donc, il écrit dans son article Mur d'acier, je vous le cite ici, c'est ma traduction de son article en russe. Mon attitude émotionnelle envers les Arabes est la même que celle que j'adopte envers les autres peuples, une indifférence courtoise. L'attitude politique est déterminée par deux principes. Premièrement, je considère que l'éviction des Arabes de Palestine sous quelque forme que ce soit est absolument impossible. Il y aura toujours deux peuples en Palestine. Deuxièmement, je suis fière d'avoir été parmi ceux qui ont formulé le programme d'Helsinki. Nous ne l'avons pas formulé pour les seuls Juifs, mais pour tous les peuples. Comme tout le monde, je suis prêt à jurer pour nous et pour nos descendants que nous ne violerons jamais cette égalité et que nous n'essayerons jamais de supplanter ou d'opprimer d'autres peuples. Ensuite, quand on lit la déclaration d'indépendance, on y trouve le paragraphe suivant, l'État d'Israël sera ouvert à l'immigration des Juifs de tous les pays où ils sont dispersés. Il développera le pays au bénéfice de tous ses habitants, et je souligne tous ses habitants. Il sera fondé sur les principes de liberté, de justice et de paix enseignés par les prophètes d'Israël. Il assurera une complète égalité de droits sociaux et politiques à tous ses citoyens, sans distinction de croyance, de race ou de sexe. Il garantira la pleine liberté de conscience, de culte, d'éducation et de culture. Il assurera la sauvegarde et l'inviolabilité des lieux saints et des sanctuaires de toutes les religions, j'insiste, et respectera les principes de la Charte des Nations Unies. Alors, on le sait aussi, Israël est une société, une des sociétés les plus multiethniques au monde, avec de nombreuses minorités qui ne sont pas juives, les Druzes, les Érythréens, les Circassiens sont les musulmans sunnites et les Bahreïs. Et d'ailleurs, il faut souligner que les Bahreïs ont trouvé le refuge en Israël parce qu'ils étaient persécutés en tant que communauté religieuse en Iran. Alors, donc, nous avons écrit la tribune, comme l'a dit Gérard, cet été, et on peut se demander, mais alors, tout le monde le sait, ce sont des textes qui sont accessibles à tout le monde, que se passe-t-il? Pourquoi ce mot apartheid? Comment ça s'est fait, en fait, que nous assistons à cette haine d'Israël qui brandit le mot apartheid partout, et notamment dans le cadre universitaire que je connais plus ou moins bien. Alors, donc, on entend parler d'apartheid partout. On parle de l'apartheid sanitaire, mais on parle aussi de l'apartheid sexuel. Donc, qu'est-ce que c'est que ce type d'apartheid? Eh bien, c'est un phénomène sémantique qu'on appelle l'extension du sens, c'est-à-dire la perte de la spécificité du mot. Tout est apartheid aujourd'hui. Donc, cela veut dire que de l'hyponyme, le mot devient hyperonyme, c'est-à-dire l'hyperonyme désigne toute la classe et prend progressivement le sens du mot discrimination. Le terme ne désigne pas alors la situation d'origine, mais il la prend comme modèle pour l'appliquer par filiation, analogie ou comparaison à d'autres situations. Ce phénomène est assez fréquent. Ce n'est pas propre uniquement à apartheid. D'une part, il n'est pas rare de voir l'extension du sens pour d'autres mots qui renvoient à des réalités historiques complexes. Par exemple, le mot génocide, qui a été appliqué pour la première fois au génocide des Juifs, mais on parle de génocide rwandais ou arménien, par exemple, aujourd'hui. Et on le voit aussi lorsqu'on utilise d'autres termes comme nazi, fasciste, helléniste, etc., qu'on entend absolument partout. Donc là, je voudrais bien aussi citer mon ami et collègue Jean Slamovitch, qui en parle de manière très claire.
dans un travail qu'il a fait aussi sur le mot apartheid, il dit « La mutation sémantique d'un terme historique, devenant un concept politique, est relativement courante. Mais une telle évolution n'est pas uniquement conceptuelle, elle est susceptible de prendre place dans un cadre qui est celui de l'instrumentalisation militante. » Et donc, c'est exactement ce qui arrive. L'accusation d'apartheid portée contre Israël a des origines multiples. Alors, parmi les promoteurs, on trouve des États, on trouve des organisations, on trouve aussi des associations militantes. Parmi les pays, on trouve notamment l'Afrique du Sud, mais aussi l'ex-URSS. C'est-à-dire, ce sont des pays qui ont lancé cette accusation. Alors, on peut dire, après des recherches poussées, qu'à l'origine de la diffusion de ce mythe où l'apartheid joue le rôle principal, se trouve l'ex-URSS, sur l'aide de laquelle s'est appuyé l'OLP, ça je pense que René nous en parlera, dont la création a été rendue possible justement par le travail des officines du KGB. L'Union soviétique a joué un rôle déterminant dans l'émergence de l'OLP et de nombreuses sources, des archives récemment ouvertes, des témoignages d'anciens politiciens confirment officiellement le rôle et surtout la manière dont l'ex-URSS a participé dans l'armement, l'aide financière importante et l'entraînement des terroristes palestiniens, mais aussi des propagandistes palestiniens. Tout commence avec le procès Slansky, dont Gérard a parlé, donc je ne veux pas non plus beaucoup parler de ce procès. Il a été analysé par Robert Wistrich dans son article The Holocaust Inversion of the Left, l'inversion de la Shoah par la gauche. Et donc, en fait, ce qui est très ironique dans cette histoire et dans ce procès, c'est que Slansky, c'était le premier procès après la politique stalinienne Staline qui a soutenu Israël. Donc, dans ce procès, Slansky, qui a été accusé d'être sioniste, était un anti-sioniste fervent. C'est lui qui a d'ailleurs soutenu le blocage de la vente des armes pour Israël. Et donc, il a été accusé d'être bourgeois nationaliste juif. Ce procès a fonctionné comme un précédent pour de nombreux autres procès et accusations, et c'est à peu près à cette époque où commencent à circuler dans la presse soviétique les comparaisons des leaders sionistes avec les nazis. Par exemple, les aides de l'Allemagne de l'Ouest à Israël ont été présentées dans Pravda et Izvestia, ce sont des journaux soviétiques, comme résultat de la promesse d'Israël de garder le silence sur la présence des nazis dans le gouvernement allemand de l'époque. Plus tard, l'exécution d'Eichmann à Jérusalem a été expliquée à l'Union soviétique par le désir de rendre silencieux celui qui pouvait témoigner des liens entre les sionistes et les nazis. Un certain Lev Korniev, dont Pierre-André Taguieff décrit la prose dans l'analyse des protocoles des sages de Sion, et que j'ai eu le bonheur de lire en russe, c'est un négationniste et nazificateur notoire officiel de l'État d'Israël, soutenu par l'État soviétique, publié un ouvrage soutenu par le parti. L'ouvrage est intitulé « Les services secrets du sionisme international et de l'État d'Israël ». Alors, cet ouvrage ne pouvait pas être contesté. La seule personne qui a contesté la véracité de ce qui était écrit dans ce livre était un académicien russe, Ivan Martynov. Il a été emprisonné et il était envoyé au camp de concentration pour les travaux forcés. Plus tard, à l'initiative d'Andropov, qui était alors à la tête du KGB, une opération portant le nom du code SIG, ça veut dire Sionistskiye Gosoudarstva, État sioniste en français, a été mise au point. Ceci devait être représenté dans la propagande antisioniste par Israël et les États-Unis. Ces derniers, sous le contrôle des sionistes fascistes, devaient mettre en œuvre les plans sionistes de conquête, de la domination mondiale et de conversion du monde islamique en colonie juive. La mise en œuvre de l'opération SIG a impliqué les services secrets des pays satellites qui devaient former aux méthodes de désinformation et aux opérations terroristes quelques 4000 agents qui, en 1978, travaillaient déjà dans les pays islamiques. Leur tâche était d'inciter à une haine aveugle et féroce des Juifs et du sionisme américain. La distribution de milliers d'exemplaires de la traduction en arabe des protocoles des sages de Sion, ainsi que des opus des antisionistes soviétiques, ont été subordonnés au même objectif. Ainsi, l'idéologie de l'antisionisme nationalisé soviétique était organiquement combinée avec la terreur. Les attaques contre Israël, le sionisme et les Juifs sont devenues encore plus violentes après la victoire de l'État juif dans la guerre des 6 jours. Évidemment, les médias soviétiques ont commencé à dépeindre Israël non seulement comme un État nazi, mais comme un oppresseur raciste et colonial du monde arabe. Et c'est là qu'on voit apparaître un nouveau paramètre de l'accusation contre Israël. Le colonialisme vient
après la guerre de 6 jours, mais aussi en symbiose avec le discours anticolonial européen, notamment français. Au cours de cette période, une recherche active des moyens de réanimer le marché de l'énergie est menée pour restaurer la grandeur de l'Empire russo-soviétique. Et tous les échecs et les malheurs de l'Union soviétique ont été expliqués dans la presse par les machinations du sionisme international, omnipotent et omniprésent, qui, comme l'écrit Ivanov, un autre grand activiste du Parti communiste, était l'ennemi de toutes les nations, de toutes les personnes éprises de liberté dans le monde. La version politisée des protocoles a été remplacée par le paradigme universaliste d'origine. Les Juifs sont désormais, en Union soviétique, traités non seulement en tant qu'ennemis politiques, mais comme un ennemi ontologique, consistant en une conspiration criminelle contre toutes les nations du monde. La victoire juive a porté atteinte au prestige de l'Union soviétique après la défaite de ses alliés arabes, à qui l'ex-URSS vendait des armes. Deux nouvelles composantes apparaissent dans le cadre idéologique déjà efficace, racisme et apartheid, terme utilisé officiellement pour la première fois par Ahmed Shukeri, le premier président de l'OLP, approuvé par le KGB. Comme le note Pierre Lursa dans son livre « Limites de l'antisionisme après le discours de Shukeri devant des Nations Unies », c'est dans la charte de l'OLP, à la rédaction de laquelle les commanditaires soviétiques ont participé, qu'on retrouve la formule efficace « sionisme égale racisme ». Et maintenant, voici ce que écrit dans ces années la grande encyclopédie soviétique dans l'article « Sionisme ». Le contenu principal du sionisme contemporain est le chauvinisme militant, le racisme, l'anticommunisme, l'antisoviétisme. Les dogmes politisés du judaïsme sur l'élection et le messianisme des Juifs et la thèse mythique de leur exceptionnalisme constituent l'un des fondements du nationalisme extrême, du chauvinisme, du racisme inhérent à l'idéologie et à la pratique du sionisme. Donc ça coïncide à peu près au moment dont on parle, c'est les années 60. Alors, la campagne violente avec cette trouvaille où Israël a été de manière régulière comparé aux nazis a commencé après 67, donc c'est l'année aussi de la rupture des relations diplomatiques de l'ex-URSS avec Israël. En 1969, un certain Ivanov, que j'ai déjà cité, sort un autre livre qui s'appelle « Astarojny sionisme », méfiez-vous des sionistes. Ce livre est traduit en ukrainien, biélorusse, arménien, tadjik et autres langues des peuples de l'URSS, ensuite en polonais, anglais, espagnol, français et arabe. Et donc, il était le premier à déclarer que le sionisme était une idéologie apparentée au fascisme qu'il est en train de remplacer rapidement. Le mythe de la conspiration nazi-sioniste pendant la Seconde Guerre mondiale qu'il a décrit en découle logiquement. L'Union soviétique entretenait des relations étroites avec le Front national de la libération de Palestine et l'OLP en soutenant le programme terroriste prometteur. Par exemple, 3 jours avant l'ouverture du premier congrès national palestinien qui s'est tenu le 28 mai 1964, Nikita Khrouchtchev rencontre Ahmed Shukeri au Caire et exprime la solidarité du peuple soviétique avec la lutte du peuple arabe de Palestine. Dans les archives soviétiques, on trouve de nombreux témoignages des relations étroites de l'OLP avec l'ex-URSS. J'en ai plusieurs, mais comme le temps passe, je vais citer juste un extrait qui a été trouvé par Vladimir Bukovski, un dissident soviétique, dans les archives auxquelles aujourd'hui on ne peut pas accéder. Dans son livre « Le jugement à Moscou », il écrit, il a fait une photocopie d'une lettre qui a été écrite par Andropov à Khrouchtchev en 1974. Lors d'une rencontre avec notre résident du KGB au Liban, en avril de cette année, dans une conversation confidentielle, Wadia Haddad a exposé un programme prometteur d'activités terroristes et de diversion prises en charge par l'OLP et dont les sentiers se ramènent à ce qui suit. Le but principal des actions de l'OLP est d'accroître l'efficacité de la lutte du mouvement de résistance de la Palestine contre Israël, le sionisme et l'impérialisme américain. Donc, on retrouve ici le discours qu'on entend aujourd'hui, l'impérialisme, il est toujours là. Ce sont des résidus de ce discours qu'on a bien connu en Union soviétique. La porosité par des moyens spéciaux de la guerre, du pétrole, des pays arabes contre les forces impérialistes qui soutiennent Israël. La réalisation d'actions contre le personnel américain et israélien dans des pays tiers dans le but d'obtenir une information fiable sur les plans et les intentions des USA et d'Israël. La réalisation d'actions de terrorisme et de diversion en territoire israélien. Bon, après ça, le 14 décembre, si on continue, pendant tout ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? L'Assemblée générale de l'ONU condamne dans une résolution 3151 l'alliance entre le racisme sud-africain et le sionisme. Ensuite,
En août 1975, l'Organisation de l'Unité africaine réunie à Kampala, en Ouganda, dénonce le régime raciste en Palestine occupée. Et donc, le 10 novembre 1975, l'Assemblée générale de l'ONU adopta la résolution 3369. Le sionisme est une forme de racisme et de la discrimination raciale. Donc, c'est dont on en parlera aujourd'hui, après. Pierre-André Taguieff résume ça de manière suivante. Depuis le milieu des années 70, l'association des mots racisme et sionisme est devenue une évidence idéologique qui a inspiré le nombre de slogans et de mots d'ordre, en particulier ceux qui appellent au boycottage d'Israël, ainsi traité un État criminel. La force symbolique de l'amalgame nazifiant a donc survécu à l'abrogation de la résolution qu'on vient de voir. Alors, ce qui est très intéressant, on peut remarquer que l'abrogation de cette résolution a eu lieu en 1991 et c'est justement l'année de la chute de l'ex-URSS, ce qui déplore jusqu'à aujourd'hui les antisémites russes sur les réseaux sociaux. Alors, juste pour parler un instant des réactions soviétiques sur la conférence d'Urban I, c'est-à-dire que c'était déjà après l'abrogation de la résolution, quelques citations que j'ai trouvées dans la presse. On est en 2001, c'est les résultats de la conférence d'Urban I, et donc voici ce qu'ils disent. Je vais juste lire une deuxième citation. Un certain professeur Yevgeny Pirlin, docteur en histoire, a décrit la résolution comme un acte d'accusation non seulement contre le sionisme, mais aussi contre la politique des dirigeants israéliens, une politique d'expansion et de guerre, ainsi de suite. Donc, en fait, ça n'est jamais hérité à l'Union soviétique. Alors, après cette conférence, comme dit Pierre Lursa, le mot est devenu très à la mode et on le trouve dans beaucoup d'endroits très inattendus. Nombreux sont les hommes politiques qui l'utilisent. Par exemple, Gérard Raoult, l'ancien ambassadeur en France, Jimmy Carter, qui écrit un livre sur la Palestine, et Osama Ben Laden, qui recommande chaudement le livre de Jimmy Carter sur la Palestine à ses ouailles, récemment à Le Drian, etc. Cependant, les comparaisons d'Israël avec le nazisme et le racisme ne sont pas purement une invention soviétique, ça serait faux de le penser. L'équation sionisme-nazisme circule dans la presse arabe de la Palestine arabe déjà en 1945, c'est-à-dire nous sommes juste après la guerre. Et Shmuel Trigano, dans son ouvrage Les frontières d'Auschwitz, cite un certain Jamal Husseini, qui est un membre du Haut Comité arabe, qui déclare que Ben Gurion, quand il entend parler Hitler, comme s'il entendait la voix d'Hitler, le même ton, le même esprit. C'est une publication dans le journal qui existe toujours, Al-Hayat Al-Jadida. Madame Grinspoon, pardon, si vous pouviez conclure rapidement. Je conclue, ok, je conclue rapidement. Merci. Donc, encore une chose pour rappeler l'essentiel. Donc, Mahmoud Abbas, vous le savez tous, a soutenu sa thèse sur le négationnisme à l'Union soviétique. Son patron, c'était Evgeny Primakov, qui est un grand académicien russe. Et donc, cette thèse a été ensuite publiée au Caire, dans une maison d'édition très importante. Donc, ce sont les gens à qui nous avons affaire. Et pour conclure, une chose, c'est le fait qu'il y a la propagande. Donc, pourquoi cet effet de la propagande? C'est lié à ce que Jacques Ellul appelait la bonne conscience et la mauvaise conscience. Peut-être que vous vous en souvenez. Donc, il y a deux types de propagande, la bonne et la mauvaise. La bonne conscience accompagne le droit, la justice, etc. Et la mauvaise va ensemble avec les discours de culpabilité. Par exemple, pour la France, ça va être le discours de colonisation qui va provoquer cette adhésion à l'accusation d'apartheid qui est liée à la colonisation. Et la toute dernière remarque, puisqu'on parle de ce qu'on devrait faire, aujourd'hui, il me semble que l'accusation d'Israël d'apartheid est une accusation qui est passible du tribunal. Comme il existe la loi qui assimile l'antisémitisme et l'antisionisme, je pense qu'on peut très bien attaquer ceux qui accusent Israël d'apartheid selon les lois de la République. Je vous remercie. Merci beaucoup, Yana. Merci, c'était très passionnant, très enrichissant et ça remet bien les pendules à l'heure que nous avons besoin. Je vais passer tout de suite la parole à René Frégosi. J'ai écouté Yana et c'est extrêmement important ce qu'elle nous a dit à propos donc de, si j'ose dire, l'apport communiste à cet antisionisme, antisémitisme, anti-Israël. Et donc moi, effectivement, je vais parler avec beaucoup de tristesse et de colère, puisque je suis socialiste, de cette influence sur les socialistes
de ce discours, de cette idéologie, de cette propagande anti-Israël, antisémite. Alors, Durban, ce n'est pas une rencontre de partis politiques, on est bien d'accord, ce sont les ONG. Mais justement, c'est très important, les ONG aujourd'hui à gauche, parce que il faut bien voir que depuis quelques décennies, il y a eu une transformation de la structure militante de la mouvance de gauche en général. Déclin des partis structurés dits verticaux et montée en puissance des mouvements et des ONG qui ont pris le relais des discours idéologiques et de l'agite-propre, propagande, avec une dimension nettement transnationale et des méthodes parfois violentes, nouvelles ou reprises de certains groupes revendicatifs, style situationniste, actionniste ou style piqueteros argentin. Cependant, il est important, comme l'a fait Yana, de prendre en compte le rôle de la gauche politique. Elle l'a fait côté communiste, où vraiment l'Union soviétique et les communistes étaient vraiment à la manœuvre. Moi, je le fais du côté socialiste, où l'affaire est plutôt une question de perte d'identité des socialistes avec le nouveau parti, le parti d'Épinay, le parti de Mitterrand, et notamment donc à propos d'Israël et du soutien au jeune État et ensuite à l'État d'Israël. Donc, il y a eu une évolution donc du Parti socialiste. Alors, globalement, il faut quand même noter, avant d'entrer vraiment je ne vais pas rentrer dans les détails, on n'a pas le temps, mais enfin, entrer dans le vif du sujet qui est l'Internationale socialiste et le PS français, comment ils sont influencés par cette idéologie antisémite et anti-Israël à travers l'anti-israélisme, si j'ose dire. Donc, on assiste à gauche depuis les années 70 à une relative homogénéisation doctrinale. D'un affrontement entre social-démocratie et bolchevisme, on est passé progressivement, avec aussi bien sûr l'affaiblissement des communistes, mais on est passé à une tendance à l'uniformisation droit de l'homiste et sociétale, substituant la notion d'exploitation à celle de domination, on sait très bien tout ça, propice aux dérives décoloniales notamment, à la sensibilité aux victimes et à l'émoi face au, je mets toujours des guillemets, malheur palestinien, archétype de la victimisation revancharde. Vous vous souvenez, Essel disant la première indignation est l'indignation devant le malheur palestinien. Bon. Donc, c'est vraiment l'archétype. Donc, j'aborderai de façon hyper schématique, l'évolution de l'internationale socialiste depuis 1976, mais à très, très grands pas. Le changement de paradigme en matière de relations internationales du parti d'Épinay et son influence sur l'internationale socialiste. Donc, l'internationale socialiste, je vais dire l'IS, IS, pour faire plus vite. Et en troisième lieu, la montée en puissance du Fatah et l'affaiblissement du Parti travailliste israélien au sein même de l'internationale socialiste à partir des années 80. Donc, très, très vite. L'année 76, avec le Congrès de Genève, peut être considérée comme un point de rupture historique pour l'internationale socialiste. Avec la réorganisation qui s'y amorce, l'IS n'est plus dominé par un axe social-démocrate, malgré la présidence de Willy Brandt, compte tenu donc de différentes choses, mais la réorganisation, l'émergence des comités, les groupes de travail, l'importance du bureau, etc., et l'afflux d'adhésion de pays du Sud, notamment l'adhésion entre 80 et 83 de deux partis du Proche-Orient, le PSP libanais du Druze Walid Jumblat, que j'ai croisé souvent dans les couloirs de l'IS, et le MAPAM israélien. C'est à cette époque qu'apparaît un nouveau clivage au sein de l'internationale socialiste entre pro-palestiniens et pro-israéliens. Et se dessine un rapport de force favorable à ce qui devient la cause palestinienne. Tandis qu'en 80, au Congrès de Madrid, la question de l'autonomie palestinienne
provoque, fait rarissime à l'international, la publication de 2 résolutions divergentes en fin de congrès sur cette question de l'autonomie palestinienne. Mais la position israélienne va s'affaiblir rapidement, au point que, à la réunion du bureau de l'IS en novembre 82 à Bâle, est même évoquée la remise en cause du maintien du Parti travailliste de Shimon Peres au sein de l'international. Cette même année 82, l'IS reconnaît l'OLP comme représentant officiel du peuple palestinien. On sait la supercherie que c'est, mais bon. Et l'année suivante, en 83, au Portugal, un délégué de l'OLP, Issam Sartawi, sera l'invité personnel de Mário Soares. Cela marquera définitivement le tournant pro-palestinien de l'IS, malgré, et peut-être aussi un peu, à cause de l'assassinat de Sartawi, durant même cette rencontre de l'IS au Portugal. Mais bon, je passe vite. Outre Mário Soares, le PS et le PS portugais, qui depuis la révolution des œillets en 1974 a pris une place importante dans l'IS, il faut souligner le positionnement, depuis toujours, résolument pro-arabe, puis pro-palestinien et surtout anti-israélien du chancelier autrichien Bruno Kreisky, alors que la social-démocratie autrichienne, dans ces années 80, est toujours au pouvoir et conserve une aura importante dans l'IS. En 88, Kreisky publie un article où il affirme, alors c'est des petits bouts, Israël, point d'interrogation, je cite, un État semi-fasciste. Les dirigeants du Parti travailliste, et plus particulièrement Shimon Peres, ont trahi l'internationale socialiste en donnant l'impression qu'ils feraient la paix. Par ailleurs, il faut ajouter l'influence grandissante du PS français, qui arrive au pouvoir en 81, évidemment, tandis qu'il a effectué à bas bruit un changement de paradigme en matière de relations internationales. Donc, ce changement de paradigme. Au congrès d'Épinay, la SFIO, le vieux parti, et sa politique servent d'anti-modèle aux modernistes regroupés autour de Mitterrand. Dans ce rejet du socialisme des années 50-60, la politique internationale tient une place de choix. Formée majoritairement d'éléments appartenant aux nouvelles générations, moins marquées par la guerre froide, et venue à la politique par la lutte contre le colonialisme et le, entre guillemets, néocolonialisme cher aux tiers-mondistes, le PS n'est guère sensible à un discours occidental et modéré. Cette opposition à la social-démocratie européenne est partant à l'idéologie de l'IS de l'époque. Ça va changer, évidemment. Et cette rupture affirmée avec la SFIO explique les rapports difficiles qui s'établissent dans un premier temps entre le PS français et l'IS au début des années 70. Ainsi, Mitterrand a pris soin de couper en 2 secteurs l'action internationale du PS. D'un côté, le secrétariat aux relations internationales, qui est confié à Robert Potillon, un ancien de la SFIO, qui suit les rapports avec l'IS et prolonge, vaille que vaille, la politique suivie avant 1971. Et de l'autre, le secrétariat au tiers-monde, confié brièvement à Didier Mottchan du CRS, puis durablement à Lionel Jospin, proche de Mitterrand. La contradiction entre les 2 secrétariats est particulièrement vive sur le Moyen-Orient. Mais ce dualisme convient à Mitterrand qui garde toujours de fer au feu. Opposé à la politique gaulliste, il aime à se présenter en ami d'Israël, entre guillemets toujours, mais c'est une expression consacrée, vous savez. Ainsi, avait-il invité à une conférence des leaders sociodémocrates européens Golda Meir, Premier ministre travailliste d'Israël en janvier 1973, au moment même où les rapports entre celle-ci et Georges Pompidou étaient difficiles, donc ça arrangeait Mitterrand. Toutefois, la victoire des tiers-mondistes sera consommée au congrès de Metz en 1979, avec la réunification des activités internationales du PS sous l'autorité de Lionel Jospin et de son équipe tiers-monde. Mais ce tournant majeur dans la politique du Moyen-Orient, en particulier, n'apparaîtra au grand jour que tardivement et encore pas aux yeux de tous. Bon, je dois dire que moi, j'ai mis longtemps, mes yeux ont mis longtemps à se dessiller sur ce dont je vous parle comme une évidence, là, le parti d'Épinay. C'est justement mon dernier bouquin, c'est comment je n'ai pas fait carrière au PS. C'est parce que moi, en fait, je n'adhérais pas à cette évolution du parti d'Épinay, mais j'ai l'esprit lent. J'ai mis beaucoup de temps à m'en rendre compte parce que je suis foncièrement socialiste et que ça me déchire, cette affaire. Bon.
Donc, ce tournant sur le Moyen-Orient n'est pas apparu à tout le monde, loin de là. Il est d'ailleurs paradoxal et ironique, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais que Jospin, l'artisan principal du soutien à la dite cause palestinienne, se fasse caillasser par les étudiants palestiniens à l'université de Birzeit en février 2000. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il était Premier ministre. Hein. Au demeurant, au sein de l'IS, la nouvelle politique internationale du PS se fait sentir dès ces années 75-76. Le groupe tiers-mondiste participant activement à la réorganisation de l'IS à ce moment-là. Puis l'arrivée au pouvoir de Mitterrand en 81 va encore évidemment renforcer le poids du PS dans l'IS. Les relations personnelles du groupe Jospin avec les Palestiniens, bon, je les appelle comme ça par commodité, hein, bon, ça va, hein, et notamment avec Ilan Halevi, qui deviendra le représentant de l'OLP et du Fatah auprès de l'IS, après l'assassinat de Sartawi en 83, vont être décisives, ces relations. Celui-ci, Ilan Halevi, jouant de sa dimension intellectuelle, je rappelle qu'il est cofondateur en France de la revue d'études palestiniennes très réputée, son intelligence indéniable et son charme aussi contribueront beaucoup à l'admission formelle du Fatah comme partie membre de l'internationale socialiste en 89. Donc, je reviens sur ce basculement stratégique, cette montée en puissance du Fatah et l'affaiblissement du Parti travailliste israélien dans l'IS. Je termine par là. Donc, le basculement stratégique de l'IS au Proche-Orient se lit à travers le vocabulaire, les personnalités représentant les partis et les structures de l'organisation. Le virage pro-palestinien, donc là, je ne détaille pas, hein, il y a une thèse à faire là-dessus, évidemment. Hein. Le virage pro-palestinien de l'IS reposant à la fois sur l'affaiblissement du Parti travailliste israélien et sur la montée en puissance de l'offensive propagandiste de l'OLP, à travers notamment le Fatah, mais pas que. La pression mise par l'IS sur le Parti travailliste israélien constituera un élément supplémentaire pour l'abandon par ce parti, ça aussi c'est un déchirement, de ses positions originelles, à la fois sionistes conquérantes et socialistes laïques. Sans s'opposer aux implantations, le Parti travailliste au pouvoir en Israël s'accroche cependant comme à un totem à une solution à deux États et s'allie avec des partis religieux. Et toutes ces incohérences vont lui coûter très cher électoralement, on le sait aujourd'hui. Donc, lors du congrès de 83, je reprends très très vite, hein, lors du congrès de 83, le Parti travailliste israélien inaugure son alignement sur la position majoritaire à l'IS en votant la résolution finale sur le Moyen-Orient qui va faire et ça va être comme ça après, la part belle aux Palestiniens et qui commence déjà à critiquer Israël. Donc, je ne vous relis pas tout ça, hein, mais bon. Tandis que se renforcent les contacts de l'OLP et du Fatah avec plusieurs partis influents de l'IS, comme le PS français, et des personnalités palestiniennes sont invités à des réunions de l'IS, les contacts restent quand même informels et la présence des Palestiniens n'est même pas consignée dans la liste officielle des participants aux rencontres publiées par le secrétariat de l'IS avant 89. C'est seulement en 89, au congrès de l'IS de Stockholm, que les choses vont changer. Et il suffit alors de suivre la chronologie des congrès pour noter cette évolution. Bon, je vais vous la faire rapidement. Hein. Bon, donc au congrès de Stockholm, l'OLP figure pour la première fois dans la liste des participants à titre d'observateur. Ce titre est ambigu, je développe pas. Mais en tous les cas, à New York, en 96, le Fatah figure désormais sous la rubrique nouvellement créée, celle précisément d'Observateur Member Parties, et dans la liste par ordre alphabétique des pays, le Fatah apparaît entre le Monténégro et la Slovénie sous le nom de pays Territories under Palestinian Authority. C'est à noter parce que ça va évoluer. En 99, le Fatah est devenu membre consultatif. Il y a 3 degrés d'appartenance à l'international, mais
il y a les observateurs, les consultatifs, les pleins droits, les full members. Mais tout le monde est membre de l'IS, mais avec des droits différents de vote, etc. Donc, le Fatah devient membre consultatif. Il figure dans la liste des pays sous le nom de 99, territoire sous autorité palestinienne, virgule, Palestine en majuscule. Et sa délégation est composée de 8 personnes qui incluent notamment Yasser Arafat, Hani Al-Hassan, Anna Signora et l'indispensable Ilan Halevi et 4 autres. Au congrès de Sao Paulo en 2003, le Fatah est toujours membre consultatif, mais désormais, le pays indiqué est tout simplement Palestine. Et la délégation est conséquente aussi, même si pas aussi prestigieuse qu'à Paris. Le Parti travailliste israélien, qui ne venait plus aux réunions, fait son retour. Je pense sous l'impulsion, mais c'est parce que je l'aime beaucoup, d'Ehud Barak, qui était chef du parti entre 1999 et 2003, et avec la présence de 5 représentants, dont l'offensive Israël-Gat, que j'aimais beaucoup aussi. Bon. Mais à Athènes, en 2008, le Fatah est là, avec une délégation beaucoup plus importante, alors que venu d'Israël, ne vient que le Meretz. Et le Fatah est à ce moment-là devenu membre de plein droit, full member. Le Parti travailliste n'est pas là, à Athènes. En 2012, au Cap, donc le Fatah, est membre de plein droit et il acquiert une vice-présidence de l'IS pour Nabeel Chat, à égalité avec le Meretz, qui a récupéré une vice-présidence pour Colette Avital, qui était l'ancien pilier des affaires internationales du Parti travailliste, qui, elle, est passée au Meretz et qui est donc maintenant au titre du Meretz dans la représentante à l'IS. Et depuis, pour la dite Palestine, en plus du Fatah, membre plein, ont été intégrés à l'IS le Front de lutte populaire palestinien et l'Initiative nationale palestinienne comme membres consultatifs. Le déséquilibre en faveur de, entre guillemets, toujours la cause palestinienne est flagrant. Évidemment, dans l'évolution des communiqués aussi, appel, résolution de l'IS depuis 20 ans. Tout ça a été accompagné. Augmentation régulière des communiqués sur le conflit israélo-palestinien, entre guillemets, et condamnation de plus en plus fréquente d'Israël. En conclusion, on peut ainsi aujourd'hui qualifier d'onusien le positionnement de l'IS. Cela, par son mode de fonctionnement, est parti une voie et non plus basé sur un rapport de force entre les grands partis influents. Son évolution idéologique, droit de l'homiste, victimaire, etc., et l'influence même de l'ONU et de ses agences qui se sont rapprochées de l'IS pour certains dossiers. L'IS est désormais un problème de plus pour Israël, régulièrement condamné par des résolutions du bureau du Congrès, etc., de façon quasiment tout aussi déséquilibrée qu'à l'ONU, puisqu'aucune motion ne condamne jamais le Hamas, ni ne critique même modérément le Fatah, parti frère. Et pour finir, c'est ce qui va m'achever, je citerai le début du dernier communiqué daté du 12 mai dernier. Je rappelle pour mémoire que le Hamas lance à ce moment-là des milliers de roquettes et de missiles sur Israël. Le communiqué de l'IS, ça me déchire, est intitulé « L'IS appelle à la fin des violences meurtrières entre Israël et la Palestine » et il commence ainsi. C'est rapide, je termine. L'international socialiste est profondément consterné par la flambée de violences meurtrières entre Israël et la Palestine, qui a provoqué la perte de vie innocente des deux côtés de la frontière. L'IS pleure la mort de ses victimes civiles et appelle à la cessation immédiate des tirs de roquettes et des frappes aériennes qui tuent, blessent et détruisent de manière indiscriminée, mais on ne sait pas qui c'est qui les tire, hein. De nouvelles violences ne pourront que nuire aux citoyens innocents en Palestine et en Israël et profitent uniquement à ceux qui n'ont aucun intérêt à la paix. Et encore un tout petit bout.
Cette grave escalade du conflit intervient après l'expulsion par Israël de familles palestiniennes à Jérusalem-Est. Hein, voilà la cause des roquettes. Et la démolition de leurs logements, des actes qui portent gravement atteinte aux perspectives de paix. Je m'arrête là. Merci René, merci beaucoup. Merci beaucoup René, vraiment. On partage ton désarroi et on partage ta déception et on partage aussi tes aspirations mélancoliques de quelque chose qui n'a pas lieu et qui aurait pu avoir lieu. Merci à toi. Je passe tout de suite pour des questions de temps et puis après il y aura des discussions, mais je passe tout de suite la parole à Marc Weissman. Oui, j'espère que tout le monde m'entend. Je vais être relativement rapide, enfin je vais essayer. Essentiellement, il me semble, ce qui m'intéresse dans Durban, c'est qu'il me semble que ça fait Durban 1 me semble avoir été le lien entre la seconde intifada et le 11 septembre, dans une espèce d'explosion globale qui, au début des années 2000, a créé quelque chose dont on voit les résultats aujourd'hui. Durban, d'une certaine manière, a permis la mise, un cadre narratif pour une narration anti-américaine, anti-israélienne et anti-juive, et non seulement un cadre narratif, mais une façon de faire fonctionner le langage. Et c'est peut-être ça qu'il y a de plus intéressant. Ça a certainement été le moment où la vision de la mondialisation qu'on avait dans les années 90, c'est-à-dire en gros la possibilité du droit d'ingérence, la construction des nations dans une optique qui était, on n'appelait pas ça la construction des nations, on appelait ça l'aide aux nations, mais c'était vraiment dans une perspective qui était la mondialisation pacifique libérale, dont on voyait l'un des exemples possibles dans le processus d'Oslo. C'est ce moment-là qui a explosé au début des années 2000 et on en voit la conclusion aujourd'hui, 20 ans après, pour l'anniversaire du 11 septembre et pour l'anniversaire de Durban avec le chaos de Kaboul. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'arc narratif, si on peut dire, Kaboul étant l'apothéose de quelque chose qui commence au début des années 2000. C'est vraiment le moment où on assiste maintenant à la ruine de ce qui s'était mis en place vraiment, non pas juste du nation building, mais de la rhétorique des années 90. C'est-à-dire c'est l'idée qu'il pouvait y avoir qu'un seul monde. C'est intéressant d'essayer de replonger dans l'origine de Durban, ce que ça devait être. En 1997, les Nations Unies c'est cette année-là que les Nations Unies ont essayé de poser les bases de ce qui serait une conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance. Tom Lantos, qui était un juif hongrois dont les parents avaient été déportés, qui avait résisté en Hongrie dans le réseau de Raoul Wallenberg, était devenu ensuite américain et représentant de la Californie. Libéral, démocrate, a été membre de la commission américaine, de la délégation américaine à Durban. Et en 2002, il a donné un compte-rendu de la manière dont Durban s'est préparé, qui est très intéressant à lire, à l'American Jewish Committee. Il explique, entre autres choses, qu'un des buts de Durban, ce n'était pas seulement discuter l'héritage de l'esclavage, discuter et tenter d'opérer une réconciliation historique autour de la question de l'esclavage, discuter des manifestations de racisme contre les travailleurs immigrés en Europe occidentale et dans le Moyen-Orient, mais c'était aussi enquêter sur la prolifération des sites de haine sur le World Wide Web naissant. C'est très intéressant parce que, en quelque sorte, Durban a été hijacké, si on peut dire, détourné exactement par ce contre quoi Durban était censé se battre, c'est-à-dire la haine en question. À l'époque, il faut se souvenir que le web n'existait pratiquement pas. Hein, Lantos met l'accent sur la façon dont les Américains en particulier étaient censés s'investir dans la préparation de Durban. C'était la mairie de Bill Clinton, évidemment. Et il écrit que Clinton avait créé une commission spéciale qui devrait charger de s'investir dans la préparation de Durban avec les Nations Unies et que les États-Unis étaient censés apporter une contribution particulièrement riche au dialogue global sur la race,
en raison de l'expérience nationale du pays, en particulier dans son combat contre l'héritage racial, de manière à créer, écrit Lantos, une société multiraciale et multiethnique mondiale. Il est évident que ce type de discours faisait partie du discours des années 90. C'est-à-dire qu'on aurait, le 21e siècle serait le siècle de la mondialisation réussie et que le soft power américain et les vérités self-évidentes, si on peut dire, du village global ne feraient plus qu'une sous la houlette des médias internationaux. Ce qui s'est passé, c'est que sous cette couverture de mondialisation, sous ce dialogue qui essayait de se créer, il y avait des courants souterrains qui étaient en train de ressurgir. Yana Greshpoon a montré très bien tout à l'heure, j'ai trouvé ça fascinant, tout ce qui s'est passé pendant la guerre froide sous la chape de plomb communiste dans le tiers-monde et en particulier autour de l'OLP. Mais la particularité de ce qui s'est passé pendant la guerre froide, c'est que ces discours de haine étaient manipulés et d'une certaine manière contrôlés par le cadre de la guerre froide. Et mon hypothèse, c'est que ce qui s'est passé à partir des années 90, quand l'URSS a disparu, ces discours ont été d'une certaine manière libérés. Il y a une série de narrations qui se sont mises en place en Europe de l'Ouest, en Europe de l'Est et dans les pays musulmans. Et la haine que ces discours charriaient n'a plus connu le frein, n'a plus été encadrée par la géopolitique de la guerre froide, ce qui a permis un développement considérable que personne n'a vraiment vu à l'époque. Et ça partait vraiment dans tous les sens. Alors, Yana Greshpoon a montré, et René Frégosi ont montré ce qui se passait à gauche, mais on peut aussi montrer ce qui se passait un peu à l'extrême droite. Et la mention de Gilles Munier tout à l'heure est très intéressante à ce niveau. Il faut se souvenir que dès 90, quelqu'un comme Alexandre Douguine vient en Europe de l'Ouest. Et qui est-ce qu'il rencontre ? Il rencontre l'ancien responsable des Amis du Grand Reich, Jean-François Thiriard, dont Gilles Munier était un proche. Il est des fondateurs dans les années 60 de Jeune Europe, dont Gilles Munier faisait partie, et dont sera issu le premier combattant pro-palestinien venu d'Europe, qui mourra les armes à la main au Moyen-Orient en 67 ou 68. Douguine a également rencontré Claudio Muti, qui était lié au groupe italien néofasciste Ordine e Negro et qui avait supervisé dans les années 70 une édition italienne du protocole des sages de Sion, qui s'était converti à l'islam en 85 sous le nom de Omar Amin, qui était le nom musulman du SS Johann von Leers, qui était l'un des propagandistes antisémites les plus virulents du Troisième Reich, qui s'était converti en Égypte dans les années 50, qui était devenu conseiller de Nasser pour les affaires sionistes. Et le troisième et le plus influent des correspondants d'Alexandre Douguine en France est évidemment Alain de Benoît, puisque Douguine, revenu en Russie, avant de devenir un des conseillers plus ou moins officieux et intermittents de Poutine, créera à Moscou la revue Élémenti, qui sera décalquée de la revue d'Alain de Benoît, Élément. Et il faut lire ce qu'écrivait Alain de Benoît dans les années 80. Je vais le citer juste un extrait. De part et d'autre de la Méditerranée, écrit Alain de Benoît dans Élément, en dépit même de ce qu'ils distinguent, l'Europe et le monde arabe se trouvent dans une situation comparable. Ils ont à faire leur unité, à se dégager de l'étreinte des deux superpuissances, à maintenir leur identité en accédant à une modernité qui ne consisterait pas à s'absorber dans celle des autres. Le ferment qui bouillonne aujourd'hui dans le monde arabe annonce sans doute ce qui sera le fait majeur de cette fin de siècle, la revendication des identités populaires collectives contre les systèmes dominants qui les détruisent. C'est pourquoi le réveil de l'islam n'est pas à nos yeux une menace, mais bien plutôt un espoir. Alain de Benoît allait soutenir le fils, comme il a soutenu l'Iran, de même qu'Alexandre Douguine a soutenu et soutient l'Iran et est aujourd'hui un des inspirateurs de la politique de rapprochement de l'Union soviétique avec l'Iran et avec la Turquie. Donc, on voit, tout ça pour dire que c'est dans les années 90 que s'esquisse une série de discours qui vont finir par converger à partir des années 2000 autour d'une cible précise qui est au-delà d'Israël, au-delà des Juifs, au-delà de l'Amérique et à travers les Juifs, à travers Israël et à travers l'Amérique, ce qu'on appelle la modernité,
qui est assimilée à la dégénérescence, à la démocratie des homosexuels, comme diront les Algériens du FIS dans les années 90, à la décadence de l'Occident, comme disent les Russes et les militants d'extrême droite. Alors, Durban, selon moi, est le moment où, évidemment, on n'a pas de militants d'extrême droite à Durban, mais on a le moment où cette narration se donne libre cours et de manière pulsionnelle, en quelque sorte. Alors, on sait tous ce qui s'y est passé, mais ça vaut le coup de s'arrêter un moment sur la manière dont ça s'y est passé, parce qu'il y a deux Durban. Il y a le Durban des ONG, et puis il y a la conférence intergouvernementale. Et la manière dont les discours circulent de l'un à l'autre, pour moi, est une des clés de ce qui se passe après. C'est dans le Durban des ONG que le pire arrive. C'est là qu'on voit des slogans un juif, une balle, Kill the Jews, Free Palestine. C'est là qu'il y a le portrait d'Hitler, une photo d'Hitler avec en légende « Si j'avais gagné, il n'y aurait pas eu d'Israël, il n'y aurait pas eu de sang palestinien versé », etc. Dans la conférence intergouvernementale, rien de tout ça n'existe, évidemment. Non seulement rien de tout ça n'existe, mais les protestations qui sont faites contre ce qui se passe à la conférence des ONG sont prises en compte. Et c'est comme ça qu'on arrive aux résolutions finales de Durban 1, qui sont, quand on les lit, relativement acceptables, quand on les lit en gros. On n'y trouve rien de l'agite-prop délirant et des manifestations de haine qu'on trouve dans le Durban des ONG. Et il me semble que c'est une des caractéristiques les plus bizarres et les plus intéressantes quant à ce qui arrive au langage politique à ce moment-là. C'est-à-dire que les efforts des délégations des pays occidentaux vont permettre de nettoyer les résolutions finales adoptées par l'Assemblée, si bien que les conférences peuvent apparaître aux yeux du grand public comme des réunions internationales vertueuses, mobilisées contre le racisme. C'est particulièrement le cas de Durban 2, alors même que Durban 2 est complètement manipulé par Mahmoud Ahmadinejad en 2009, qui est devenu entre-temps président de la République islamique. La Libye a pris la présidence de la conférence dès 2007, le Pakistan y siège comme porte-parole de l'OCI, et l'Iran occupe la vice-présidence, mais c'est Ahmadinejad qui joue le rôle de star, en quelque sorte, à Durban 2. Et c'est aussi sous la pression de l'OCI que pour la première fois à Durban 2, les thèmes de la diffamation des religions, puis de la notion de stéréotypes négatifs de religion et de l'équivalence entre critique des religions et racisme est formulé explicitement à ce moment-là. Et c'est 2009, c'est une année, pour nous Français en particulier, c'est une année assez charnière, parce que c'est en France que Anna Soral et Dieudonné montent la liste antisioniste financée par l'Iran dans la campagne des européennes. Et c'est à partir de 2009 que que le théâtre de la Main-d'Or devient l'épicentre de l'antisémitisme en France. Et la propagande qui se développe à partir de là, on sait à quoi elle aboutira, puisque 3 ans plus tard, c'est Mohamed Merah et Toulouse. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc Durban 2 n'est pas seulement la continuation de Durban 1, c'est aussi la radicalisation de Durban 2, mais c'est une radicalisation que les résolutions finales et qui sont acceptées par la communauté internationale permettent de passer en quelque sorte sous silence, permettent de nettoyer. C'est-à-dire que, par exemple, on a Bernard Kouchner, à l'époque ministre des Affaires étrangères, se réjouit de la résolution finale de Durban 2 qui marque, selon lui, l'échec de tous ceux qui ont tenté d'instrumentaliser la conférence. Il est évident que ce n'est pas le cas, mais c'est le cas si on se limite à regarder ce qui se passe dans la conférence internationale et dans le résultat final. Évidemment, non seulement ce n'est pas le cas, mais c'est le contraire. C'est-à-dire que la résolution finale sert, au bout du compte, à masquer ce qui s'est réellement produit. Et là, on a un exemple de, à mon avis, ce qui est une des plaies du discours politique. Ça ne date pas du début des années 2000, mais il me semble qu'à partir des années 2000, on a gagné en intensité sur ce plan, si je puis dire. Le langage politique officiel n'est pas seulement vidé de sa substance et miné de l'intérieur, il sert de dénégation à ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus une déconnexion entre le discours et ce qui se passe, dont on peut faire remonter l'origine, pas seulement à Durban, évidemment, mais à ce qui se passe au début des années 2000, c'est-à-dire entre le moment où les tours du World Trade Center
les images du World Trade Center en train de s'écrouler sont diffusées sur l'Internet naissant avec des commentaires qui mettent en doute ce qu'on est en train de regarder, et le moment aussi où les États-Unis sont pris en train de mentir sur des armes de destruction massive, et où, en gros, la confiance dans la confiance dans une vérité commune susceptible d'être identifiée par le langage collectif disparaît. À partir de là, le langage politique, qui a toujours été un mensonge de toute façon, devient autre chose qu'un mensonge, il devient complètement déconnecté du réel. Et Durban n'est pas seulement, de ce point de vue, une école de la haine, c'est aussi une école de la dissociation du langage et de la pulsion. Et il me semble là qu'il y a quelque chose de très moderne, si je puis dire, pour la suite. Je vais m'arrêter là, parce que je pense que je crois qu'il y a un lien entre la haine antisémite telle qu'on la voit aujourd'hui et on est plus que dans le négationnisme, on est vraiment dans la dénégation de ce qui se passe au moment où ça se passe par le langage qui est censé le montrer. C'est à ça qu'on assiste, pas seulement vis-à-vis de l'antisémitisme, on assiste à ça sur un nombre de sujets absolument considérables. On est entré dans une ère de la dénégation constante de ce qu'on dit et de ce qu'on fait. Merci beaucoup, Marc. Merci, vraiment. Merci à vous trois. Merci non seulement de ce que vous nous avez apporté de façon documentaire, mais surtout sur l'insistance que vous avez eue chacun d'interroger le cadre narratif. L'emprise narrative comme habit identitaire et moral dans le monde d'aujourd'hui, et le fait qu'on a mieux à faire que le sociologisme ordinaire ne nous apporte plus, mais à s'interroger justement sur les effets de la narration. Quand je vous écoutais, j'avais en tête un aphorisme à la façon de Lacan, qui était toujours le parleur est parlé. C'est-à-dire on croit, en tout cas beaucoup des acteurs qui ont été nommés et de ceux d'aujourd'hui, croient qu'ils pensent alors qu'ils sont pensés par le langage qui les préexiste et qui a envahi l'ensemble de la doxa qui constitue la galaxie de la gauche. Alors, ma remarque avec toi, Marc, c'est que en effet, il y a congruence avec l'extrême droite, c'est absolument jamais à oublier, mais en même temps, c'est vrai que la doxa droit de l'homiste, c'est celle de la bien-pensance. C'est quand René Frégollier rappelait que la connexion et l'interconnexion qu'il pouvait y avoir entre la pensée onusienne et puis la pensée de l'international socialiste, c'en est un exemple. Je veux dire. Oui, mais si je peux. Vas-y. La question des droits de l'homme, c'est une question intéressante parce qu'elle est justement remise en cause par l'Iran, par exemple. On n'est pas simplement dans l'affirmation droits de l'homiste manipulée, il y a quelque chose de plus complexe qui se joue. Et la manière dont l'extrême droite et des pays comme. Enfin, je pense que l'islamisme est je ne sais pas comment l'appeler ça, un courant d'extrême droite, franchement fasciste, et que la remise en cause des droits de l'homme par des régimes comme l'Iran devrait être prise très au sérieux, d'une part, et d'autre part, les mouvements d'extrême droite sont relativement inoffensifs en Europe, mais ils ne sont pas nécessairement ailleurs. Et ce serait intéressant de se demander pourquoi les mêmes textes, comme le grand remplacement, etc., ne servent que de discussions de bistrot, de discussions de salon en France ou dans les milieux d'extrême droite, mais servent à armer des gens réellement, comme on l'a vu à Philadelphie avec la synagogue Tree of Life et ailleurs. Il y a quand même quelque chose qui est à interroger là. Oui, tout à fait exact. Mais cette remarque est tout à fait pertinente. Ce que je veux dire, c'est que le champ d'investigation que vous trois avez identifié, mis sur la table de la réflexion, c'est vraiment les opérations de langage d'aujourd'hui. Oui, complètement. Voilà. Et alors, j'observe deux questions. Une de Jean-Luc Halimi
Ma question, 6 questions prévues. Quelle place l'influence prévisible au sein de Durban 4 pour les thèses wokistes développées aux USA, associant la blanchité juive israélienne supposée au statut de puissance forcément dominante et par conséquent les Arabes palestiniens au statut de minorité raciale opprimée et donc pleinement concernés par le concept d'intersectionnalité. Et puis de Harry Ben Semoun aussi à tout le monde, quel sera l'impact du boycott par les grandes démocraties sur la tenue de la conférence? Chacun d'entre vous trois, si vous voulez répondre. Toi, Marc, Yana, René. Sur la première question, je vais répondre simplement. Je crois que la question de la blanchité juive est une question extrêmement confuse et compliquée dans les milieux woke eux-mêmes. Hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a une anecdote qui est assez intéressante. Il y a quelque temps, je crois que c'est dans le Colorado, il y a eu une tuerie. Un type a tué 10 personnes dans un supermarché. Et les commentaires sur les réseaux sociaux de la part des woke et des militants d'extrême gauche ont immédiatement été d'attribuer la responsabilité de la tuerie à un white supremacist, évidemment, puisqu'il n'y a que les blancs suprémacistes pour être des tueurs de masse, comme tout le monde le sait. Et on a découvert que le type était en fait un musulman, j'oublie sa nationalité, égyptien ou pakistanais, je ne sais plus. Et donc, la question est devenue, chez les mêmes woke, mais est-il blanc? Réponse, non. Pourquoi? Parce qu'il est un tueur et parce qu'il est musulman. On parle des mêmes qui expliquent que les Juifs sont des blancs et que les Palestiniens ne le sont pas. Donc, on se rend bien compte là que c'est très, très confus et il est utile de changer à chaque instant en fonction de ce qui se passe, quoi. Quant à l'impact du boycott, je suis incapable de le deviner, mais il me semble que l'impact positif pour nous et négatif pour Durban du boycott risque d'être sérieusement quand même affaibli par l'impact de la chute de Kaboul, dont il ne faut pas sous-estimer l'importance, hein, parce que c'est une grande victoire pour les mouvements anti-occidentaux et anti-occidentaux d'une manière générale. Et je crois que ils mettront l'accent sur ça d'une manière ou d'une autre. Yana, vous voulez intervenir? Je n'ai pas eu le temps de parler du rôle des ONG, mais en fait, quand on s'intéresse aux ONG israéliennes qui sont très présentes en Israël, par exemple B'Tselem, on trouve sur leur portail, quand on va les voir, tout le langage des woke aujourd'hui, et ça, on le trouve en Israël. Donc, j'avais une diapo, mais ça va prendre trop de temps. Et donc, ils utilisent exactement le même langage qu'on trouve dans toute la prose wokiste en France ou aux États-Unis. Par exemple, eux, ils parlent du suprémacisme juif en Israël. Donc, vous voyez, donc s'il y a en Israël le suprémacisme juif, bien évidemment, les victimes de ce suprémacisme sont les Arabes palestiniens. Donc, pour vous répondre à cette question, ça tombe à pic pour ceux qui vont aller à Durban et utiliser ce langage. C'est-à-dire qu'il y a toute l'extrême gauche israélienne et surtout les ONG qui sont payées soit par l'Europe, soit par Soros, soit par les fonds israéliens qui utilisent ce langage. Donc oui, ça effectivement, Durban, pas les gens qui vont y aller, ils vont tomber sur ce lexique. Je ne sais pas si B'Tselem va y aller, mais enfin, c'est une bonne question à voir. Merci Yana. Et René? Oui, je crois que, je ne sais pas ce que ça va donner la prochaine conférence, j'en sais rien. Le fait que de nombreux pays aient refusé d'y aller, évidemment, c'est positif. Mais là, je reviendrai justement sur ce qu'on pourrait appeler donc la double dénégation. En fait, il y a un double langage de la dénégation. Effectivement, il y a l'attaque frontale contre Israël, antisémite, etc. Mais il y a aussi, et c'est pour ça, je crois que c'était intéressant de parler justement des socialistes. Le Drian, effectivement, lui emploie apartheid, mais c'est pas encore dans le langage officiel des socialistes. Mais le langage officiel, c'est
on s'attache à la solution à deux États, on est équilibré entre les Palestiniens et les Israéliens, tout le monde a tort, tout le monde a raison, etc. Il n'y a pas le blanc, il n'y a pas le noir, hein, bon, si j'ose dire. Et en fait, ce discours-là aussi alimente, bien entendu, le discours en fait anti-Israël, mais de façon plus subliminale. Et on est en fait dans une espèce de double dénégation. Mais pour ce qui est, je crois que c'est extrêmement important effectivement de noter que à propos de la blanchité ou la blanchitude des Juifs, moi j'avais remarqué ça déjà il y a une dizaine d'années. J'en avais parlé au séminaire de Paul Zawadzki d'ailleurs. J'avais remarqué ça à Curitiba. Au Brésil, qui est une ville blanche parce que c'est une ville juive. Et les Juifs, alors vous mettez des guillemets partout, hein, évidemment, mais, et donc je disais, mais oui, aujourd'hui, l'antisémitisme, les Juifs ne sont plus des métèques, ce sont devenus des blancs, ce sont même des super blancs. Et là, effectivement, je crois qu'il est très important de rattacher cette forme d'antisémitisme à la haine de l'Occident, le rejet de la modernité, ça c'était extrêmement important. Je crois que ça c'est un thème qu'il faut absolument développer parce que c'est majeur. Je crois qu'il y a un nœud là important. Merci beaucoup René. Je pense que ces questions, je vous remercie chacun de vous d'être intervenu là et d'avoir posé les bases d'une réflexion et l'apport d'informations nécessaires en prévision de Durban, qui est le 21 ou le 22 septembre, je crois. Mais surtout, nous allons revenir là-dessus au cours de l'année. Comme je l'ai annoncé en début, je vais m'adresser à chacun de vous trois et vous proposer de revenir pour plus de temps et plus de développement sur ces questions qui sont des questions de l'actualité douloureuse et mobilisante d'aujourd'hui. Arié, oui, peut-être quelques mots de ta part et de conclusion. Vraiment le mot de la fin pour dire que j'ai été passionné par ce que j'ai entendu de la part de nos intervenants. Évidemment, c'est toujours insuffisant parce que c'est un sujet très vaste. Il me tarde que nous mettions tout ça en ligne et que nous le séquencions de manière à ce que le contenu soit plus digeste pour tous ceux à qui nous le destinons. Je crois que c'est très important que les responsables politiques, que un certain nombre de journalistes, d'experts, de chercheurs, d'académiques puissent retrouver le contenu de ce que les uns et les autres vous avez pu dire. Évidemment, nous allons rester extrêmement mobilisés par la tenue de cette conférence. Dans quelles conditions elle va se dérouler? Est-ce que d'autres pays vont rejoindre les boycotteurs? Est-ce que cela aura un impact ou pas? Comment les débats vont se dérouler? Quelles seront les réactions de la communauté internationale? Évidemment, on met tout ça en perspective avec la débâcle de Kaboul. Ça aura des conséquences, peut-être une prise de conscience aussi parmi un certain nombre de grandes démocraties, notamment en Europe, mais ça n'est même pas sûr. Je pense que, quoi qu'il en soit, ce sera un moment qui va être très important dans un contexte stratégique, politique, régional et global qui est extrêmement perturbé et questionné par tous ces mouvements qui sont en train de donner de la voix et qui n'annoncent pas que de bonnes nouvelles, non seulement pour la démocratie, mais pour le sens et le mouvement de l'histoire et de ce qu'il advient dans nos grands pays, dans nos grandes démocraties. Donc, il va y avoir aussi d'autres manifestations. Nous tiendrons informer tout notre réseau. Il y a une contre-conférence de Durban qui est en train de s'organiser au niveau international par de nombreuses organisations auxquelles nous allons participer, évidemment. De notre côté, beaucoup de publications qui vont nous permettre de prolonger ces réflexions. Et j'espère, comme l'a dit Gérard, que nous aurons le plaisir de vous retrouver, à vous qui êtes intervenus aujourd'hui, parce que c'est un combat sur de longue haleine, vous le savez, aussi bien, sinon beaucoup mieux que nous. Tout cela a commencé il y a 20 ans et peut-être que tout ne fait que commencer aujourd'hui et que le 21e siècle qui était annoncé à la fois par le début de la seconde intifada, les attentats du World Trade Center et cette conférence de Durban 1 en 2001, peut-être que ce 21e siècle commence vraiment aujourd'hui et que c'est à partir d'aujourd'hui que tout se passe et que nous devons peut-être plus que jamais
être vigilant, mobilisé et déterminé dans un combat qui sera âpre. Voilà. Merci à toutes et à tous. Merci Gérard. Merci à nos intervenants, à Yana, à Marc et à René. Et bien sûr, un immense plaisir de vous retrouver très prochainement.